Bonjour, je suis ravie d'être devant vous pour votre premier cours des sciences de la vie de la Terre dans l'enseignement secondaire qualifiant qui visera à approfondir vos connaissances collégiales. Donc, le programme est sous deux unités. La première sera consacrée à l'écologie. Donc, voilà, on dit écologie ou bien sciences de l'environnement. Donc, les compétences spécifiques visées par cette unité, c'est surtout être capable d'expliquer le mode d'action des différents facteurs écologiques sur la répartition des êtres vivants, connaître les différentes techniques de la maîtrise des facteurs écologiques dans le but d'améliorer le rendement agricole, être capable de persuader les autres sur la valeur des milieux écologiques et sur l'importance de la préservation des ressources naturelles, et enfin être capable d'utiliser les différentes formes d'expression, aussi bien orales, écrites ou graphiques. Donc, voilà. On passe maintenant à vous présenter le programme du premier semestre. Le premier chapitre, c'est la sortie écologique. Ensuite, on va étudier les facteurs édaphiques, les facteurs climatiques et enfin le flux de la matière et le flux de l'énergie dans l'écosystème. Donc, pour clore l'unité avec les équilibres naturels. Voilà, donc je ne passerai pas au premier chapitre sans qu'on définisse quelques termes écologiques. Voilà. L'écologie, ce terme il a été créé par le biologiste allemand Ernest Haeckel en 1866. Ça vient de deux mots grecs, oikos qui veut dire habitat, et logos qui veut dire étude. Il l'a défini comme la science des relations des organismes avec le monde environnant. Dans un sens large, c'est la science des conditions d'existence. Je vais ensuite définir le terme environnement. C'est l'ensemble des caractères physiques, chimiques, biologiques, ça veut dire vivantes, susceptibles d'avoir une action directe ou indirecte immédiat ou à terme sur les êtres vivants et sur les activités humaines. Moi, j'aime bien marier entre la science et l'histoire. Voilà, j'ai fait un petit rappel sur la première apparition, l'utilisation de termes, mais maintenant je passe à un nouveau terme qui est l'écologie moderne. C'est quoi l'écologie moderne? Elle est née d'une prise de conscience de plusieurs effets causés par les activités de l'homme. Je signale la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, le changement climatique. Et son objectif est de détecter, analyser, combattre le dysfonctionnement d'un écosystème. Elle cherche le bien-être de l'homme en harmonie avec son environnement. J'aimerais bien que vous faites attention bien à l'évolution des termes au cours de l'histoire. D'abord, c'est surtout, on s'intéressait à la science des relations des organismes avec le monde vivant, mais maintenant le souci, c'est essentiellement, j'ai cherché l'harmonie de ces êtres vivants dans l'environnement. Donc voilà, je passe maintenant au premier chapitre de cette unité qui est la sortie écologique. Avant de faire la sortie écologique, on doit d'abord maîtriser certaines techniques qu'on va utiliser sur terrain. La sortie écologique, ce n'est pas une excursion scolaire, c'est une leçon qui se fait hors de la classe. Donc, on a besoin des outils pour pouvoir les exploiter et ensuite dégager quelques réponses aux problématiques posées. Donc, les objectifs d'apprentissage, c'est acquérir les méthodes et les techniques d'étude d'un milieu naturel, ensuite étudier la répartition des végétaux et des animaux, mesurer des paramètres physico-chimiques du milieu. Je cite l'altitude, la température, l'humidité, le pH du sol, proposer une ou plusieurs hypothèses explicatives sur la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel et définir, c'est le but, la notion de quelques termes tels que la biocénose, biotope, écosystème, facteurs écologiques. Donc, à la fin de ce chapitre, on va proposer une définition préliminaire, c'est-à-dire on va faire une approche du terme écosystème. Donc,
comme introduction, je signale que la sortie écologique, elle permet d'observer, d'étudier les milieux naturels directement. Et je souligne évidemment sur le mot directement, sur le terrain, afin de faire des découvertes concernant les composantes de ces milieux et ensuite pouvoir aussi les mesurer, comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants eux-mêmes et entre leur milieu de vie. Donc, on observe, on découvre, et on se pose des questions. Voilà, vous avez là une jolie photo avec des élèves, leurs professeurs, sur le terrain, et vous voyez, avec le stylo et le cahier à la main, on note, on prend des notes. C'est une leçon. Donc, quels sont les outils et les techniques et les méthodes utilisées sur le terrain lors d'une sortie écologique? Quelles sont les informations qui peuvent être dégagées lors d'une sortie écologique et quelle est la définition et les caractéristiques de l'écosystème? J'ai repris là le but. Donc, je commence par les outils. Il y en a plusieurs. On n'a que l'embarras du choix. Vous avez plusieurs. Il y a des outils qui permettent le recensement, l'observation, la prise des paramètres du milieu. Il y en a pas mal d'outils. Donc, à revoir tranquillement après. Donc, on passe pour les techniques. La première technique que je vais signaler, c'est la technique dite étude de la stratification verticale des végétaux. C'est quoi une stratification verticale? Déjà, la stratification, le terme strat, vertical, c'est dans le sens vertical, voilà. Donc, on parle d'une coupe verticale, des répartitions des végétaux, et pour réaliser cette coupe, cette stratification verticale, on se base sur deux caractéristiques de l'espèce végétale. Et surtout de l'appareil, les caractéristiques de son appareil végétatif. Je signale qu'un végétal, elle est composé de deux types d'appareils. Il y a l'appareil végétatif et il y a l'appareil reproducteur. Là, on se base sur les caractéristiques de l'appareil végétatif, notamment la hauteur de la plante et la nature de la tige. Ainsi, on a classifié les strates en 5 strates différentes. La première strate qu'on appelle la strate arborescente, relative au mot arbre. Quelles sont les caractéristiques de cette strate? C'est qu'on y classe les arbres à tronc ligneux avec une hauteur qui dépasse 5 mètres. Un tronc ligneux, c'est un tronc solide parce qu'il est constitué par la lignine. Deuxième strate, c'est la strate arbustive. Et toujours, on a le type de l'appareil végétatif, c'est la tige, elle est ligneuse, mais la hauteur, elle est entre 2 mètres et 5 mètres. Par exemple, on peut signaler comme exemple le maïs. Voilà. On passe, donc on passe à la strate herbacée. Pour la strate herbacée, ce sont les petits végétaux à tige mou et dont la hauteur elle est comprise entre 5 cm et 180 cm. On y classe les herbes. Pour la quatrième strate, c'est la strate mucinale relative aux mousses. Donc, ce sont des petites plantes dont la hauteur est inférieure à 5 cm. On y trouve les champignons, les lichens aussi. La dernière, c'est la strate souterraine, c'est-à-dire on a les organismes ou bien les organes d'une plante qui sont enfouis dans le sol. Je signale les racines, je signale les bulbes, je signale les rhizomes. Les rhizomes, ce sont des tiges souterraines. On peut aussi signaler les tubercules aussi. Donc, voilà, c'est la strate végétale souterraine. Le problème qui se pose sur le terrain, c'est comment définir la hauteur d'un arbre qui peut dépasser les 2 mètres, c'est-à-dire qui peut dépasser la taille de l'homme. Donc, on a affaire à une technique, voilà,
qu'on appelle la technique des triangles isocèles. Je vais vous la présenter la plus simple possible. Donc, l'arbre, on l'a ici. La hauteur de l'arbre, il y a une petite erreur là, je suppose là, c'est là la hauteur. Là, c'est le grand H ici. Là, le grand A, ça veut dire la taille de l'arbre. C'est le grand A AB, le segment AB, plus le segment BD. Le segment BD, c'est la taille de l'observateur. Cette distance, ça veut dire la distance BD, elle est égale à la distance BC. Pourquoi? C'est parce que on a, la distance AB, elle est égale à la distance BC parce qu'on a affaire à un triangle isocèle. Et du coup, la hauteur de l'arbre, c'est égal à AB plus BD. Ça veut dire qu'elle est égale à la taille de l'observateur plus la distance qui le sépare de l'arbre. Comment on procède? Donc, on a besoin d'un petit outil qu'on appelle un triangle qu'on peut fabriquer chez soi, qu'on appelle la croix du bûcheron, et on le place, qui est bien sûr un triangle sous forme d'un triangle isocèle, dont le côté est égal à 20 cm. On le place devant l'œil avec l'angle, il est dirigé vers l'arbre qu'on veut mesurer. Et on bouge, on s'éloigne de l'arbre, on s'approche de l'arbre de façon que le sommet, donc l'extrémité de l'hypoténuse, cette extrémité, vient coïncider avec le sommet de l'arbre. À ce moment, on s'arrête de bouger et on prend un autre collègue, se charge de prendre des mesures, la distance qui te sépare bien entendu de l'arbre. Et ainsi, voilà, donc la hauteur de l'arbre H, c'est AB plus BD, la hauteur d'observateur CE, c'est BD. À quoi est égal, quelle est la valeur de AB? Puisque les deux triangles-là, je fais appel à vos connaissances en mathématiques. On a deux triangles semblables, le ABC, d'après Thalys, on utilise la relation, voilà, AB sur AB, voilà, puisque AB est la fin, la hauteur de l'arbre, c'est la hauteur de l'observateur plus la distance entre l'observateur et l'arbre. Mais bien sûr, il faut d'abord appliquer les consignes. Il faut que, avant de prendre les mesures, faire coïncider l'extrémité de l'hypoténuse avec le sommet de l'arbre. Voilà, donc en ce qui concerne la stratification verticale. On passe maintenant à la stratification horizontale des végétaux. Donc, pour étudier la répartition horizontale des végétaux dans un milieu, on suit les étapes suivantes. Donc, la stratification horizontale, c'est la stratification horizontale, par comparaison à la stratification verticale, c'est quelque chose de réel, elle est réelle. Alors que la stratification verticale, elle est imaginaire. Voilà. Je vais reprendre la question plus tard. Donc, les étapes de la réalisation de la stratification horizontale, on réalise d'abord un profil topographique à partir d'une carte topographique de la région selon l'axe d'étude. Donc, un petit rappel de ce que vous avez lors de votre première année du collège. Voilà. Ensuite, voilà, là c'est le profil. Vous reconnaissez là la carte topographique. Voilà, il y a sur le papier millimétré sur quoi on réalise le profil. Et sur ce profil, on va représenter les différents végétaux, mais sans bien sûr oublier de signaler la localisation de quelques routes, des oueds, ou bien des mausolées, ou bien des puits parfois, pourquoi pas, toute chose qui peut nous permettre de localiser le profil. Et sur les jambes, on signale les noms des différentes plantes, des différentes espèces végétales qu'on a placées, qu'on a localisées sur le profil. Voilà, on dénomme les espèces. Une petite application, voilà, c'est une carte topographique avec les courbes de niveau, voilà.
Je rappelle, l'équidistance, c'est égal à combien? Voilà. Bien sûr, c'est égal à 50. Donc, l'étude sera faite selon le segment AB. Voilà. Pardon. Voilà, vous prenez le papier millimétré, je vais faire ça en vitesse. C'est un rappel de votre cours de collège. Placez le bord du papier millimétré le long de l'axe AB. Voilà. Tracez là le repère orthonormé. Voilà. C'est tracer un axe vertical en respectant l'échelle des altitudes et tracer l'axe horizontal sur le papier millimétré en respectant l'échelle, bien sûr, l'autre échelle de la carte. Voilà. La table 3, c'est sur chaque fois qu'une courbe, voilà, ici je signale, cette courbe 150, elle coupe le segment AB, je marque et je projette devant le 150, c'est-à-dire l'altitude qui lui correspond. Chaque fois qu'une courbe chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne AB, on marque le bord du papier millimétré et on indique l'altitude. Et puis, on reporte ensuite chaque point en tenant compte de son altitude. Voilà. Là, le profil est réalisé, le profil topographique. On a localisé la rivière. Voilà. Donc, on relie le point et on indique sur le profil topographique l'ouest et l'est, c'est-à-dire l'orientation, la localisation des cours d'eau. On donne un titre en précisant à partir de quel extrait de carte géologique le profil a été réalisé. On passe maintenant, après avoir vu les outils et les techniques d'exploration d'un milieu naturel, on passe aux techniques de recensement et de conservation des êtres vivants. Recensement, on peut dire aussi dénombrement. Les méthodes et les techniques d'observation et de recensement, en premier. Pour comprendre un écosystème, il faut faire une étude statistique sur les êtres vivants de cet écosystème, c'est-à-dire réaliser un recensement, un inventaire des différentes espèces végétales et animales présentes dans le milieu étudié. On passe à la langue des chiffres maintenant. Voilà. Les méthodes diffèrent selon l'espèce. Animal, selon le règne de l'espèce, est-ce que c'est animal ou végétal? Pour les animaux, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que les animaux ne sont pas figés dans un endroit bien précis, mais ils bougent. Et avec les observateurs, bien sûr, ça les fait encore fuir. Donc, on a recours à plusieurs méthodes pour pouvoir les dénombrer, pour pouvoir les observer. Donc, ainsi, on peut utiliser les jumelles pour pouvoir observer les animaux de grande taille. On peut se contenter de tondre les chants des oiseaux, les cris, les sons, et on peut même faire recours à des outils d'enregistrement. On peut se contenter de chercher les traces des animaux, c'est-à-dire leur excréments, les types de plumes, les pelotes de régurgitation, l'odeur de leur urine aussi. On peut parfois, s'ils ne sont pas dangereux, les capturer, les exploiter dans des études, les étudier autrement dit, pour pouvoir faire la classification et ensuite les libérer dans leur milieu naturel. Là, c'est pour les animaux. Et pour les végétaux, donc, qui sont figés, qui ne bougent pas bien sûr, il faut choisir la station d'inventaire. Comment choisir une station d'inventaire? Voilà, avec le schéma suivant, on a 3 milieux naturels. Il y a l'étang, il y a la forêt, il y a la prairie. Et entre ces trois stations, ces 3 milieux, il y a des zones d'interférence, des zones limites. À ce niveau, au niveau 5 et au niveau 4, ce ne sont pas c'est un peu
on est à cheval entre l'étang et la prairie. Ici, c'est entre la prairie et la forêt. Donc, pour pouvoir étudier les végétaux, on ne va pas choisir ces zones lisières. On doit faire le recensement et l'observation à l'intérieur du milieu, loin, ici, ici, ou bien ici, loin de ces zones lisières. Donc, je lis, dans le terrain, le choix des stations où on va pratiquer des relevés n'est pas aléatoire. La station d'inventaire des espèces végétales doit être éloignée des lisières où les facteurs de chaque milieu interfèrent. Donc, elle doit être homogène le maximum possible. Donc, la première condition pour faire l'observation. Je reprends, je dis toujours que c'est difficile de recenser tous les végétaux du milieu étudié. Donc, il faut choisir une surface homogène pour la délimiter. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que parfois il y a beaucoup d'individus d'une même espèce, il y a l'étendue qui est vraiment très important, donc on doit se contenter de faire l'échantillonnage dans une aire restreinte, et ceci quand même exige qu'on choisisse une zone qui est homogène et surtout déterminer une surface minimale de cette zone homogène. Voilà. Et comment on doit délimiter sa surface minimale? Voilà. On a recours à une autre technique qu'on appelle la technique de quadrillage et consiste à, après avoir délimité la zone de recensement, et sur une surface carrée d'1 mètre de côté et à l'aide de piquets et de fils gradués, chose qu'on pense bien sûr emmener avec nous lors de la sortie, on dénombre les espèces végétales rencontrées dans cette surface. Voilà. Voilà. Et ensuite, on accroît progressivement la surface de recensement de 2 mètres carrés. Au début, c'était 1 mètre carré, puis c'est 2 mètres, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés. Et chaque fois, on indique le nombre des espèces rencontrées pour chaque surface, sous la forme d'un tableau, là, sur le bloc-notes. Chaque fois qu'on compte, on ne fait pas attention à la nature de l'espèce trouvée, mais surtout, est-ce qu'on trouve une nouvelle espèce? Et on note sur un bloc-notes sous forme de tableau, sur la surface 1 mètre carré, combien on a dénombré d'espèces. Quand on passe à 2 mètres, on signale le nombre d'espèces qu'on a trouvées, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de nouvelles espèces. Et la surface à partir de laquelle on ne trouve plus de nouvelles espèces est considérée comme l'aire minimale. Je vous donne un exemple. Voilà le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a l'aire de relevé en mètres carrés. On passe de 1, 4, 9, etc. Et le nombre d'espèces, dans 1 mètre carré, on a dénombré 11 espèces. Dans 4, c'est 38. Dans 9 mètres carrés, c'est 59. Dans 16 mètres carrés, c'est 71. Mais à partir de la surface 16 mètres carrés, on ne compte plus de nouvelles espèces, c'est-à-dire que le nombre des espèces reste constant. Donc, cette valeur correspond à l'aire minimale d'inventaire. Donc, ce qu'on vous demande comme petit exercice, c'est de tracer la courbe de la variation du nombre d'espèces en fonction de l'aire de relevé. Et ensuite, analyser cette courbe et déterminer pour définir l'aire minimale. Avant de commencer à répondre à la première question, je fais une pause et je vous demande je vais faire rappel sur comment réaliser un graphique, surtout quand on a une valeur qui varie en fonction d'une autre. Voilà. Donc,
Le graphique se fait sur du papier millimétré à l'aide d'un crayon, et que ce soit un crayon bien taillé. Donc, tracez d'abord les deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, on pose les valeurs de paramètres étudiés. Dans notre cas, le paramètre étudié, c'est le nombre d'espèces végétales. Sur l'axe horizontal, on pose la variable imposée. Cette variable imposée, c'est l'aire de relevé en mètres carrés. Et pensez bien sûr à indiquer sur les deux axes l'unité utilisée pour chaque paramètre étudié ou bien imposé. Et la suite, j'espère que vous savez chercher les points d'intersection et les relier après pour construire un graphique. Pour l'analyse, ça veut dire pour la deuxième question, je vais vous parler en termes de méthodologie, comment analyser le graphique. Mais d'abord, on voit le graphique. Voilà. Là, on a le tableau qu'on va traduire sous forme de courbe. Oui. Et sur la courbe, voilà le nombre d'espèces comme paramètre étudié. L'aire de relevé en mètres carrés, c'est le paramètre imposé. Voilà. Voilà les points d'intersection. Je relie et je trace la courbe. Cette courbe, à quoi correspond-elle? C'est la variation du nombre d'espèces en fonction de l'aire de relevé. On écrit le titre en haut ou bien en bas, c'est pas courbe de variation du nombre d'espèces végétales en fonction de l'aire de relevé. Oui. Donc, pour la deuxième question, où on vous demande de faire l'analyse. Lors de l'analyse, on doit faire une description de la variation que connaît le paramètre étudié, c'est le nombre d'espèces. Et si c'est possible, faire des séquences, des segments, des régions où on a différentes façons qui correspondent à la variation du paramètre. Ici, on peut subdiviser ce graphique en deux parties. On a la première, un mode de changement, de variation, et là, une autre façon de la variation de ce paramètre. Et en rédigeant l'analyse, je propose deux phrases. Je fais la description de ce premier changement et ensuite du deuxième. Donc, première phrase, et je ne parle pas en termes de courbe augmente ou diminue, ou bien de courbe reste constante. Mais je dis que le nombre d'espèces augmente en fonction de l'augmentation de l'aire de relevé. Et ceci, c'est à partir c'est quand l'aire de relevé elle est inférieure ou égale à 16 mètres carrés. La deuxième phrase de l'analyse, à partir de 16 mètres carrés, on voit que le nombre d'espèces ne varie plus, elle reste constante. Donc là, c'est comme ça qu'on doit faire l'analyse des graphiques. Et au cours de l'année, bien sûr, on aura l'occasion de retravailler ceci. Donc voilà, 16 mètres carrés, c'est l'aire minimale. Et l'aire minimale, je vous propose une définition, c'est la plus petite surface qui contient toutes les espèces végétales du milieu, au moins. Donc voilà, je continue maintenant et je passe aux techniques de conservation des êtres vivants. Encore une fois, on fait le départage entre le règne animal et végétal, ce n'est pas les mêmes façons de conservation. Donc chez les animaux, je vais passer un petit peu vite. On a plusieurs façons de conserver les animaux. D'abord, si on veut les conserver vivants, on doit les préserver dans des milieux qui respectent les exigences naturelles, leurs exigences naturelles. Sinon, si on doit les conserver morts, on a plusieurs méthodes. Je cite la conservation dans l'alcool. Donc, après avoir capturé ou bien, si on trouve un animal qui vient de mourir, on le recueille et on le conserve dans l'alcool. La recette, il y en a plusieurs recettes, mais je vous propose une qui est la plus simple et la plus utilisée. Vous utilisez la même quantité d'eau avec la même quantité d'alcool et vous rajoutez quelques cubes de sucre qui permettent de conserver les couleurs de l'animal. La deuxième, c'est la conservation des insectes. Donc, après avoir
capturer par abattage, par fauchage ou bien par les aspirateurs les insectes, on les met dans des flacons, on y verse quelques gouttes d'alcool pour l'essuyer bien sûr, et ensuite on les colle dans une boîte. Voilà. Il y a une autre qui est beaucoup plus importante. Moi, j'aime bien cette méthode, ce qu'on appelle la taxidermie. C'est une technique, c'est l'art, j'aimerais bien utiliser ce mot, c'est l'art de préserver l'animal et de lui donner l'apparence du vivant. On a l'impression que l'animal il est toujours vivant et ça exige pas mal d'étapes, notamment il faut le dépouillage, il faut le tannage. Dépouillage, ça veut dire retirer la peau et qu'il faut que cette peau soit travaillée. Et ensuite, il faut faire un support sur lequel on crée un mannequin en acier ou bien en paille et on revêtue la peau travaillée sur l'animal et on procède à une naturalisation de l'animal par des retouches. On lui fait coller les greffes, les cornes, signal des cornes et enfin, bien sûr, on arrive à conserver l'animal. Donc, pour les végétaux, donc, on peut aussi les conserver grâce à une technique dite herbier. L'herbier, ça se réalise par les étapes suivantes. On récolte les plantes lors de l'excursion, on identifie les plantes, on les fait sécher et on met ensuite les plantes séchées en planche. Voilà, donc on les met entre des journaux qu'on renouvelle chaque fois pour pouvoir les sécher, mais surtout on les met sous pression. Et à la fin, on a la plante, on peut réaliser l'herbier c'est une collection d'herbes séchées et pressées qu'on colle sur du papier de dessin bien présenté. On signale le nom, la date de prélèvement, le lieu où on a fait le prélèvement. Voilà, donc pour passer au troisième paragraphe, on doit d'abord faire l'excursion et on se voit après l'excursion, Inch'Allah.